Bienvenue à la session d'apprentissage virtuel du RJFF. Veuillez noter que cette session sera offerte en français. Si vous avez manqué la session en anglais à 13h30, l'enregistrement sera disponible sur notre chaîne YouTube plus tard cette semaine. If you missed the 1:30 p.m. English session, the recording will be available on our YouTube channel later this week. Je voudrais commencer par reconnaître que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabeg algonquin. Les Algonquins vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux et je vous encourage tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton Questions et réponses, Q&A, dans la langue de votre choix. Vous pouvez voter pour les questions que vous voulez voir posées en cliquant sur le bouton pouce en l'air, thumbs up. Veuillez noter qu'il n'y aura pas de portion questions et réponses lors de cette session. Toutefois, nous allons prendre vos questions, trouver les réponses et les partager comme ressources sur notre page JC Wiki du RJFF. Aussi, la modératrice d'aujourd'hui va pouvoir utiliser ces questions pendant la session. Donc, n'hésitez pas à en ajouter. En tant que personne qui travaille dans la fonction publique depuis environ 5 ans, je me souviens facilement d'un temps où, au début de ma carrière, j'entendais des termes tels que AIPRP, section 34 ou relations de travail, mentionnés dans des réunions et un sentiment immédiat de confusion suivait. Certains de ces termes m'ont été expliqués assez rapidement car ils impactaient directement mon travail quotidien, alors que d'autres ont mis des mois, voire des années à saisir. Aujourd'hui, le sujet de l'heure sont les ressources humaines. J'ai moi-même travaillé en ressources humaines pour quelques années au sein d'une équipe géniale et très travaillante. Donc, je sais qu'il ne manque pas de sujets à discuter et de connaissances à partager lorsqu'il s'agit des ressources humaines. Avant de commencer, nous avons quelques questions afin de tester vos connaissances avant la session. Aucun souci, si vous ne savez pas les réponses, c'est vraiment juste pour le plaisir. Pouvons-nous afficher les questions du sondage, s'il vous plaît? Can we put the polling questions up, please? Parfait. Donc, qu'est-ce que le PAE? Peut-être un peu plus compliqué en français qu'en anglais. Donc, première option, c'est un système RH et paye. Deuxième réponse, c'est un programme pour le bien-être des employés. Et troisième réponse, la politique d'assistance aux employés. Question numéro 2. Où est logé le BDP-RH, donc le bureau du premier dirigeant principal en ressources humaines, ou je devrais dire première dirigeante principale en ce moment? Est-ce que c'est au secrétariat du Conseil du Trésor? Est-ce que c'est au bureau du Conseil privé ou est-ce que le BDP-RH est indépendant? Lorsqu'un nouvel employé est engagé, quelle partie des RH ont un rôle à jouer? C'est la question numéro 3. Est-ce que c'est la dotation, la classification, la rémunération ou toutes ces réponses? Donc, on va vous donner quelques petites secondes pour répondre à toutes ces questions. C'est juste pour le plaisir, donc amusez-vous avec ça. Parfait, c'est stable. Can we show the results? Pouvez-vous montrer les résultats? Oui, parfait. Donc, la question numéro 1, qu'est-ce que le PAE? 59 des personnes ont dit un programme pour le bien-être des employés et c'est correct, c'est la bonne réponse. Je suis quand même fier que 32 sont tombés dans mon petit piège. J'ai inventé une politique qui, à ma connaissance, n'existe pas, donc la politique d'assistance aux employés. Question numéro 2. Où est logé le BDPRH? Donc, 68 des gens ont dit secrétariat du Conseil du Trésor et c'est la bonne réponse. Et finalement, la troisième question. Lorsqu'un nouvel employé est engagé, quelle partie des RH ont un rôle à jouer? 91 des gens ont raison en disant que la dotation, la classification et la rémunération ont tous un rôle à jouer. Donc, merci d'avoir participé aux petites questions de sondage. Et puis, sans plus tarder, je vais passer la parole à Khadija Elzibaï, qui sera notre modératrice pour la session en français. Donc, à toi, Khadija. Bonjour tout le monde. Et ben voilà, moi je serai l'animatrice de cette séance. Je suis analyste au sein du bureau du surintendant des faillites. Je suis basée à Toronto, qui est le territoire traditionnel des Wendat, des Anishinaabe, des Haudenosaunee, des Métis et des Mississauga de la Première Nation Crédit. Et aujourd'hui, je vais discuter avec Audrey-Anne Racine. Audrey-Anne, tu veux te présenter?
Oui, merci bien. Oui, moi, c'est Audrey-Anne Racine. Mes pronoms sont elle, she, eux. Je viens de la région de la Capitale-Nationale, donc sur le territoire non cédé des peuples algonquins Anishinaabe. Moi, ça fait presque 2 ans que je travaille en ressources humaines. Je suis donc une jeune fonctionnaire. Je me prends pas pour une experte, mais j'ai développé des compétences. J'ai beaucoup de jasettes. Donc, je jase avec les gens, j'en apprends davantage, je m'implique dans tous les projets qui me sont proposés. Je travaille principalement dans une équipe en charge de la diversité, mais spécifiquement sur le dossier des étudiants, donc le recrutement, l'intégration et la rétention des étudiants à mon ministère Emploi et Développement social Canada, mais aussi à l'échelle du gouvernement du Canada. Voilà, donc on va commencer notre discussion. N'hésitez pas à poser des questions. On va essayer d'aborder le plus que possible. Et je vais commencer à te demander, Audrey-Anne, on a l'acronyme EEDIAR. Oui, c'est un super acronyme, en fait, pour l'équité en matière d'emploi, diversité et inclusion, la lutte, en fait, contre le racisme. C'est un appel à l'action qui a été, qui est parti, en fait, du bureau du conseil privé. Et je vais citer en fait une partie de cet appel à l'action-là. C'est vraiment que notre leadership à l'échelle de la fonction publique doit être plus diversifié. On a l'obligation envers les employés et envers tous les Canadiens de mieux faire, de mieux en fait veiller à ce que les services offerts aux Canadiens reflètent aussi bien la diversité, puis prennent en considération tous les groupes d'équité en matière d'emploi. Donc, c'est un appel à l'action pour augmenter la diversité puis la représentation, autant au niveau de la haute gestion qu'à travers les employés et les fonctionnaires. Bien. Et donc là, on va passer à parler de d'autres sous-domaines des ressources humaines. Comme les ressources humaines, c'est un très grand domaine. Est-ce que tu veux nous parler de la rémunération? Oui, la rémunération, en fait, il y a de la rémunération dans tous les ministères, dans tous les agences. Puis leur rôle, c'est vraiment d'aider, en fait, le centre de paye, si on veut, le centre des services des payes de la fonction publique. Donc, ils sont là pour répondre aux questions, s'assurer que les employés sont bien payés. C'est aussi eux qui vont, en fait, qui ont des ressources de l'information pour ce qui est de la gestion des congés, des changements d'emploi réguliers pour les assurances collectives, la pension. Donc, c'est vraiment eux qui apportent du soutien aux employés, aux gestionnaires pour soutenir le centre des services de paie là, de la fonction publique. Puis, ils ont un rôle crucial, naturellement, pour s'assurer qu'on est bien payé, puis de s'assurer d'avoir accès à toutes les ressources qui sont à notre disposition. Autant les assurances que le talon de paie là, à chaque 2 semaines. Bien, et donc, comme on a parlé de la rémunération, et on sait qu'il y a quelques années, on a eu la crise Phoenix, peut-être là, on peut passer et parler aux relations de travail. Oui, relations de travail. Ça, c'est super intéressant. Les relations de travail ont un rôle crucial pour naturellement la relation entre les employeurs et les employés. Donc, tout ce qui est syndicat, de s'assurer que l'obligation de prendre des mesures d'accommodation fait partie aussi. Les relations syndicats, patrons, l'interprétation des conventions collectives, c'est ça que les relations de travail touchent spécifiquement pour aider les employés à être dans un bon milieu de travail. Il s'occupe aussi, si un employé n'a pas un bon rendement, d'aider le gestionnaire, soutenir le gestionnaire à savoir quoi faire. Télétravail aussi, ça rentre
dans les relations de travail. Et encore plus, c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup. Personnellement, là, c'était dans mes top 3 là, de ressources humaines, relations de travail. C'est vraiment intéressant. Les conventions collectives, lire les conventions collectives, soutenir le patron ou soutenir les employés pour s'assurer qu'ils ont accès à tout ce qui leur est permis là, dans la convention collective et tout. Donc, c'est un super beau domaine, vraiment orienté surtout sur les conventions collectives, les lois, là, super intéressant. Et donc, si on a, en fait, quand est-ce que tu suggères qu'on parle au syndicat et quand est-ce que tu suggères peut-être qu'on ne parle pas au syndicat? C'est une bonne question. J'ai pas d'expérience en relation de travail, donc je pourrais pas conseiller. Mais c'est sûr que ce qui peut être intéressant de comprendre aussi, c'est que le syndicat, c'est vraiment lui qui est l'expert pour la convention collective, c'est lui qui va négocier pour la convention collective. Mais il y a aussi d'autres moyens, là, d'autres façons d'aller chercher du support. Puis je vais intégrer peut-être un sujet que tu voulais aborder sous peu. Mais il y a des services de gestion informelle, des conflits aussi dans plusieurs ministères. Donc, habituellement, j'ai l'impression, encore là, je ne suis pas l'experte, mais quand on a accès à un syndicat, on peut aller contacter le syndicat. Mais il y a aussi des centres de résolution informelle. Des conflits, s'il y a un conflit avec notre gestionnaire, bureau de valeurs et éthiques aussi qui sont là pour aider les employés et les gestionnaires à sensibiliser à avoir des milieux de travail naturellement sains. Il y a aussi un autre que je connais qu'on a à notre ministère, c'est le bureau d'évaluation du milieu de travail. Donc, offrir du soutien et des ressources pour aider puis maintenir des milieux de travail sains. Donc, oui, il y a les syndicats, mais il y a aussi en ressources humaines, des volets qui sont vraiment orientés vers le valeur et éthique, puis la gestion des conflits si on a des pépins à l'intérieur de nos équipes. Bien. Et donc, je dirais aussi qu'on a des ombudsmen dans quelques ministères. Ouais. J'ai beaucoup de difficultés à prononcer ce mot-là. Donc, je vais peut-être juste définir, là. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est indépendant. J'ai eu la chance de discuter avec l'équipe en charge de l'Ombudsman dans mon ministère, mais je dois encore naturellement en apprendre davantage. Mais c'est un moyen qui est supplémentaire pour obtenir des conseils et de l'aide sur des questions liées au milieu de travail. Donc, c'est vraiment une partie qui est indépendante, c'est pas lié au syndicat. Ils sont là pour agir de manière, en fait, leurs valeurs là, de ce bureau-là, je vais les citer, là, mais c'est vraiment un principe de confidentialité, d'impartialité, d'informatilité et naturellement d'indépendance là, dans la façon de gérer des conflits ou de répondre aux questions des employés, là. Bien, et donc si on a tous ces bureaux ou tous ces services offerts à nous, comment est-ce qu'on peut savoir genre à quel service on pourrait bah, bah, à quel service on pourrait accéder pour un certain problème? C'est une bonne question. Naturellement, moi, j'aurais pas peur de prendre une chance, contacter une personne, puis un des bureaux va pouvoir mieux nous diriger. Naturellement, moi, par exemple, mon groupe professionnel, je suis dans le groupe des PE, je suis pas syndiquée, donc ça me donne rien d'essayer de contacter un syndicat si je suis pas syndiquée. Donc, j'irai plus vers les autres options qui s'offrent à nous. Même chose pour un étudiant qui est pas syndiqué, qui a pas nécessairement accès à certains recours. Ça serait plus d'aller voir le bureau de l'Ombudsman, voir comment ils peuvent vous aider. Puis ces bureaux-là, naturellement, ont les autres ressources, ils vont pouvoir vous rediriger vers les personnes qui sont les mieux placées là, pour répondre à vos besoins ou répondre à vos questions. Bien, et donc on a pas mal de questions concernant les classifications, la dotation, les déplacements latéraux, verticaux. Tu veux commencer à nous parler concernant Oui! ça?
Absolument. Encore là, je vais faire mon petit disclaimer, là. Je ne suis pas l'experte en dotation. Allez consulter les conseillers en dotation. Mais par contre, on fait beaucoup de présentations aux étudiants sur les bases de justement ce que c'est la dotation. Donc, ça, je suis bien à l'aise. Ben, en fait, ce qui est super intéressant à savoir aussi, c'est que dès que vous avez votre premier contrat déterminé ou indéterminé au gouvernement, ensuite, vous avez accès à des opportunités de vous déplacer à travers le gouvernement. Donc, on a des mutations, des affectations, des détachements, de l'intérimaire. Je vais les définir là, rapidement, mais une mutation, c'est que par exemple, moi, j'ai commencé PE1, donc je vais aller chercher un poste ailleurs au même niveau. Donc, j'ai un poste de P1, je m'en vais à PE1. Puis, en fait, je change complètement d'emploi. Le nouveau poste est à moi. Ensuite, on a des affectations, que ça, c'est pendant une certaine période de temps. Donc, tu déménages, mais tu gardes ton poste d'attache à toi. Donc, tu vas aller chercher de l'expérience ailleurs et tu reviens. L'affectation, c'est dans ton ministère. Puis la même chose est possible, mais à l'extérieur de ton ministère. Puis ça, c'est ce qu'on appelle un détachement. Donc, un détachement, c'est une courte période de temps. Tu gardes ton poste d'attache, tu vas aller chercher de l'expérience dans un autre ministère pour une certaine période de temps et tu reviens par la suite. Les intérimaires, c'est que tu as, par exemple, un poste PE1 et tu vas remplacer quelqu'un pour une période de temps X, Y, Z. Tu t'en vas dans un poste supérieur, donc aller remplacer quelqu'un, par exemple, un poste PE2. Puis là, je ne sais pas s'il m'en manque, là, promotion, ben, c'est vraiment que tu pars de ton PE1 et tu as un nouveau poste PE2, donc tu perds complètement, si on veut, ton PE1 et ton nom est vraiment inscrit sur la position de PE2. Donc, tu as une promotion. Donc, il y a plusieurs choses quand on devient fonctionnaire, c'est ça qui est le fun. On peut aller un peu partout. On a accès à différents types d'emplois. Ça, c'est vraiment plus les types d'emplois, les types d'opportunités qui s'offrent à nous. Là, je sais que tu me posais aussi des questions sur les classifications. Je ne sais pas si c'est une question plus précise ou une question que tu as vue dans le chat. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et du coup, il y a des questions par rapport à comment passer d'une classification à l'autre ou comment passer d'un niveau à l'autre, comme tu as dit, PE1 à Oui. PE2. Bien, la clé de ça, c'est vraiment d'aller voir les groupes professionnels. Donc, vous tapez le groupe professionnel gc.ca pour Gouvernement du Canada. Vous avez une petite barre de recherche pour chercher, par exemple, si vous êtes intéressé à joindre les ressources humaines, vous tapez ressources ou juste humaines. Ça va vous sortir des groupes qui s'apparentent à ce domaine-là. Puis, dans ce super tableau-là, il y a les définitions, il y a les normes d'évaluation d'emploi et les normes de qualification. Donc, vous pouvez aller voir les qualifications, voir, on voit souvent le niveau d'études. Donc, la norme minimale peut être un diplôme d'études secondaires, un baccalauréat. Donc, ça, c'est la première chose qu'on peut aller voir. Puis, lorsque vous voulez appliquer sur Emploi GC, ce qui est super, super important, c'est de vous assurer que vous répondez aux qualifications essentielles. Donc, quand vous allez sur Emploi GC, vous vous dites, OK, j'ai trouvé mon groupe, là, j'ai envie de changer dans le domaine des PE, j'ai un bac puisque c'est la norme minimale. Donc, vous allez sur Emploi GC, vous faites vos recherches pour le groupe PE. Si naturellement, vous devez regarder les qualifications essentielles. Si vous ne répondez pas à toutes les qualifications essentielles, vous ne pouvez pas postuler parce que votre demande pour postuler à cet emploi-là va tout de suite être classée sur le côté, là, si on veut. Donc, c'est de s'assurer de répondre à toutes les qualifications essentielles. Puis là vient le fameux terme d'énoncé de critères de mérite. Donc, c'est pour s'assurer que pour être égal avec tout le monde aussi, c'est de s'assurer que vous répondez à tous les critères pour avoir cet emploi-là, pour autant les langues officielles, le niveau d'études, les expériences de travail. Puis ça va vraiment être énuméré dans l'annonce d'emploi sur Emploi GC. Encore là, je partage ce que je connais, mais un conseiller en ressources humaines peut vraiment vous aider, vous orienter. J'ai aussi vu quelqu'un qui demandait comment trouver son conseiller en ressources humaines. Moi, je dirais simplement de faire du réseautage, d'aller
d'aller sur GC Annuaire, qui est un merveilleux outil pour trouver des gens au gouvernement du Canada. Puis, de manière informelle, d'essayer de débuter des conversations avec des gens dans ce domaine-là. Naturellement, les conseillers en ressources humaines sont plus orientés vers les gestionnaire. Donc, ça pourrait être leur rôle est de supporter les gestionnaires. Ça pourrait être intéressant d'avoir la discussion avec votre gestionnaire pour vous mettre en contact avec un conseiller en ressources humaines. Mais c'est ça, c'est un beau, c'est beaucoup de recherche, ce qui est super intéressant, mais vraiment de s'assurer que vous répondez aux qualifications essentielles pour changer d'un groupe ou avoir des promotions, là. Super. Et donc, le gouvernement vise à avoir plus de diversité, plus d'inclusion, plus d'équité, de lutter contre le racisme. Et donc, on sait qu'il y a des projets, en fait, pour moderniser des règlements en matière de recrutement, en matière de ressources humaines en général. Est-ce que tu peux peut-être parler de peut-être un ou deux de ces projets? Encore là, j'ai pas des réponses très précises, là. Je sais par exemple que il y a naturellement, on encourage beaucoup les gestionnaires à avoir des milieux de travail inclusifs, donc d'avoir aussi de la diversité dans leurs équipes. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite. Il y a des outils aussi qui sont mis en place pour aider les gestionnaires à mieux soutenir la diversité dans leurs équipes, d'avoir justement une ouverture d'esprit dans la manière de gérer leurs équipes. Moi, j'ai peut-être un peu plus d'idées côté recrutement, mais ça vaut la peine de s'auto-identifier dans les processus de recrutement ou autant à votre ministère. À EDSC, on a sur la plateforme de PeopleSoft un formulaire d'auto-identification si on fait partie d'un groupe d'équité en matière d'emploi. Donc, ça aussi, c'est un bon moyen de s'auto-identifier. Puis après ça, les équipes en charge de la diversité peuvent voir la représentation à votre ministère, à votre agence et peuvent mettre en place des stratégies, des programmes, des activités pour aider à mieux soutenir les groupes prédominants au ministère et aussi. J'en parlais un peu tantôt dans la science en anglais, mais sachant qu'il y a des écarts de représentation dans certains groupes et certains niveaux, on va mettre des efforts pour augmenter la diversité, augmenter l'embauche d'un groupe qui est sous-représenté, disons, à des niveaux de gestion EX. S'il manque de personnes qui s'auto-identifient comme des personnes en situation de handicap, on veut s'assurer que la haute gestion a un œil orienté pour s'assurer que les projets ou la table de gestion a un œil justement plus orienté vers personnes en situation de handicap pour pouvoir parler. Donc, ça va être de faire la promotion pour embaucher des personnes dans les groupes identifiés qui ont un écart, là. Donc, on a du travail à faire, gestionnaire, mais aussi nous, en tant que personne, de s'intéresser à la diversité, de savoir comment on peut être un meilleur acteur dans la diversité, puis en s'auto-identifiant à son ministère ou dans les processus, ça fait partie des mesures à prendre, ça fait partie de cette idée de changement vers le meilleur, là. Bien, et on a une autre question, c'est par rapport au programme de développement. Donc, il y a par exemple un programme de développement pour le groupe EC. Il y a peut-être d'autres ministères qui ont d'autres programmes de développement. Est-ce que tu peux peut-être nous parler à ce à quoi il sert peut-être? Oui, moi, j'ai pas la chance d'être dans un programme de développement. Ça dépend des ministères, ça dépend des équipes. Moi, je travaille beaucoup côté programme et politique. Donc, il y a pas ça parce que habituellement, c'est plus des gens
dans notre équipe de travail, sur notre directeur, c'est beaucoup plus des PE4, donc moins des postes d'entrée, mais disons en dotation, nous, il y a beaucoup de gens de tous les niveaux. Donc, il y a des programmes pour aider les employés de passer d'un niveau à un autre sur une période de temps. Donc, en fait, c'est comme de ce que je connais, de ce que je sais, c'est vraiment comme un document qui donne des idées de formation à faire, de l'expérience à acquérir pour aller chercher le prochain niveau. Donc, en se basant sur l'énoncé de critères de mérite, en se basant sur les expériences qui sont qualifications essentielles, devrais-je dire, ils sont capables de mettre en place un programme de développement disant, la première année, l'employé qui est au premier niveau devrait faire ça, 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 pour ensuite être en mesure de démontrer qu'il a les compétences, qu'il a l'expérience, qu'il a l'expertise pour aller au prochain niveau. Donc, c'est vraiment que le programme t'aide à développer les connaissances. Si vous n'avez pas un type de programme de développement comme ça, c'est d'aller faire vos recherches, d'aller sur Emploi GC, de voir quel type d'expérience est demandé pour un niveau supérieur au mien. Je sais comment le dire en français. Tantôt, je n'étais pas capable de le dire en anglais, mais vous allez dans les archives sur Emploi GC, puis vous pouvez aller voir les offres d'emploi de la dernière année. Moi, je trouve que c'est super. Donc, vous pouvez aller voir, disons, moi, mon prochain niveau, c'est PE3. Donc, je peux aller voir toutes les offres d'emploi PE3, voir c'est quoi les qualifications essentielles qui étaient demandées. Puis là, je sais, je dois travailler là-dessus pour avoir l'expérience, pour démontrer que j'ai les compétences, que j'ai les qualifications pour avoir une promotion ou monter de niveau. Et dernière question, ça sera sur le rôle de la commission de la fonction publique. Qu'est-ce que la commission fait? La commission de la fonction publique a l'autorité. En fond, c'est eux qui ont l'autorité d'embaucher au gouvernement du Canada. Puis parce qu'ils sont naturellement avec les lois et tout, mais j'aime dire qu'ils sont gentils, ils ont donné des autorités aux différents ministères pour pouvoir embaucher. Donc, comment ça s'appelle? Là, j'essaie de trouver vraiment le nom pour ne pas dire de bêtises. Ça s'appelle, 2 petites secondes, ça s'appelle l'instrument de délégation et de responsabilité. Donc, la Commission de la fonction publique ayant le pouvoir de nomination, donc d'embaucher, de nommer quelqu'un à un poste au sein de la fonction publique, ils vont donner ce pouvoir-là. Puis naturellement, je vous conseille d'aller faire la formation de l'école pour savoir comment ça fonctionne, mais ils vont donner ce pouvoir-là à des administrateurs généraux, donc à des sous-ministres, à des directeurs, à des gestionnaires pour pouvoir embaucher. Puis ça, c'est vraiment, en fait, c'est dit, là, le rôle de la Commission de la fonction publique est bien défini aussi dans la loi sur l'emploi dans la fonction publique. Une super bonne loi à lire là, si vous voulez, ou à vous familiariser si vous voulez développer vos connaissances en ressources humaines et comment ça fonctionne, la dotation dans la fonction publique. Et cette délégation, ce n'est pas relié à ce qu'on a dans la loi sur la gestion des finances publiques? Je vais laisser cette question sans réponse. Malheureusement, je sais pas. D'accord. Et voilà, Audrey-Anne, merci beaucoup. Tu es vraiment une mine de connaissances. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Moi, j'ai appris beaucoup et je suis certaine que beaucoup de monde ont beaucoup appris aussi. Maintenant, je vais passer la parole à Olivier pour terminer cette séance. Merci, Khadija. Je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui. Un gros merci également à Audrey-Anne Racine, Khadija Elzibay et Rajan Bubar pour leur expertise et leur modération.